Alors nous sommes entre nous, hein, sur France 3, centre fondu de la course à pied. Vous avez la grande chance d'avoir avec vous Bernard Faure, qui est certainement l'un des plus fins connaisseurs du marathon en France, je le pense. Bien sûr, il y a quelques années déjà. Bernard, pour les plus jeunes d'entre vous, a été champion de France de marathon, et avec un record personnel de 2h12. De Mirliton aussi, puis je me suis dit, après tout, je vais faire Mirliton après, oui. Mais... Ouais. Tout à fait le même parcours, complètement plat comme vous le disiez, il n'y a pas la moindre montée, il y a de longues lignes droites interminables qui doivent être difficiles pour le moral, quelques virages, donc vous voyez c'est parfaitement droit et rectiligne, et Ce qui est sympa par contre, c'est d'avoir refait le macadam, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un macadam irrégulier ou des pavés. Vous avez des appuis en dévers, il va y avoir presque 30 000 appuis, quand même 35 000. Hein. Et à ce moment-là, ça fait autant de foulées, je dirais, de positions à compenser, qui ont un coût énergétique qui fait qu'après on peut être très fatigué. Vous savez, le coût énergétique, c'est la chose la plus importante, indépendamment de la cylindrée chez un marathonien, qu'on traduit en consommation d'oxygène par minute et par kilo de poids. Mais c'est quelque chose de très important. Souvent on me dit, mais si la foulée faisait 2 cm de plus, 2 cm de plus représenterait une telle dépense énergétique. C'est des problèmes de levier en fait, hein, qu'on ne l'assumerait pas aussi facilement qu'on le pense, parce que 2 cm de plus, ça vous ferait 600 mètres au bout du marathon. C'est énorme, mais on ne l'assumerait pas au niveau énergétique. Philippe nous fait remarquer sur Twitter, sur le compte La Prolong, France TV Sport aussi bien sûr, qu'il avait fait le Tour d'Écosse en cyclo avec un pote. Il se fixait une moyenne de 20 km/h et il s'aperçoit que les marathoniens courent à cette vitesse pendant 42 km, et ça l'impressionne. Ah oui, parce que le rendement énergétique de la course est bien plus faible que celui du vélo. Donc courir à 20 km/h et faire du vélo à 20 km/h, ce n'est pas du tout la même histoire. Je pense que pour comparer, il faudrait presque doubler à vélo, non Bernard? Oui, à peu près. Il y a des formules pour voir la puissance que l'on développe en watts à vélo, la convertir aussi. Mais c'est vrai qu'après, il faut une adaptation spécifique. Un marathonien, par exemple, ne peut pas amener un vélo. Il n'a pas les quadriceps pour cela. C'est pour ça que pour toutes les mesures de cylindrée, les mesures physiologiques qu'ils font parfois, ils le font sur tapis roulant et pas forcément sur vélo. Ce qui pose un problème d'ailleurs pour les gens qui font de la course à pied loisir, qui veulent un jour avoir des données, je dirais, physiologiques indépendamment de tests d'effort, où ils s'assurent du bon fonctionnement de leur cœur. Souvent on propose à vélo, parce que pour la plupart des gens c'est plus commode, mais pour eux ça les handicape un petit peu. Mais heureusement il y a des centres de physiologie du sport ou de médecine du sport qui proposent des tapis roulants, pourvu qu'ils soient bien étalonnés. Vous pouvez vous amuser et avoir en plus de votre assurance, de votre intégrité physique, de véritables données sur votre entraînement. Donc le macadam, c'est un vrai problème à cette heure-ci, Patrick, parce qu'il a emmagasiné la chaleur, il la restitue aussi. Il n'y a pas que la chaleur du soleil, il y a celle aussi qui vous arrive par le sol. On a vu un poste d'épongeage très important. Bien sûr, certains essayent de se protéger la nuque. Oui, et puis les impacts aussi génèrent de la chaleur aussi, hein, qui peut créer des surchauffes au niveau des pieds, parce que le macadam lui-même de la chaleur, les impacts, l'impact dissipe souvent de l'énergie en chaleur, toujours de l'énergie en chaleur, et ça peut créer des problèmes d'ampoule, des problèmes. Et alors vous pouvez ne pas avoir d'échauffement si vous faites une sortie de 3 heures tranquille, de 2 heures, parce que la fréquence est moindre. Par contre, avec la fréquence qui est là un petit peu plus élevée, hein, et bien à ce moment-là, vous pouvez avoir des échauffements qui n'existent pas à l'entraînement. Je vais vous dire, tout peut vous gêner. Il n'y a pas beaucoup de lunettes de soleil non plus qui aident à mieux se cacher et intérioriser un petit peu. C'est vrai que la moindre chose après peut vous agacer. Le moindre frottement, le moindre, je dirais, le frottement du voile sur la nuque si vous avez une casquette saharienne, des choses comme ça. Et puis on évacue aussi beaucoup de chaleur par la tête. On s'en rend compte d'ailleurs quand on nage. On n'a pas le choix, si on veut évacuer de la chaleur quand on nage, c'est par la tête, puisqu'on ne peut pas transpirer dans l'eau. Mais même en course à pied, il y a beaucoup de chaleur qui est évacuée par la tête. Et même si on travaille sur les textiles des casquettes, pour certains, c'est plus un inconvénient qu'un avantage d'avoir une casquette. Absolument. Et c'est vrai que l'homme a une thermorégulation fabuleuse. Hein. Les animaux, ils n'ont que la langue pour haleter et, je dirais, éliminer la chaleur. C'est ce qui fait que l'homme est un animal le plus endurant qui soit sur la planète. Et on a oublié qu'il y a quelques décennies, quelques siècles, les hommes chassaient encore à l'épuisement, c'est-à-dire allant à des allures
où les animaux étaient obligés de toujours je dirais, courir. Et si un animal passe je dirais, de la marche au trot, les viscères tapent sur le diaphragme et il ne peut plus à ce moment-là haleter normalement. On allait jusqu'à l'épuisement, ça durait des heures et des heures. Et la proie s'offrait à vous, vous n'aviez plus après qu'à la battre. C'était un moyen de survie et l'homme était le seul à chasser jusqu'à épuisement. Peloton de tête devient famélique. Une quinzaine, un peu plus peut-être, d'unités donc dans ce peloton, et on va donc comme d'habitude assister à un écrémage au fur et à mesure, et ensuite bien sûr l'explication. Alors là il n'y a pas d'ombre hein, donc non, ça c'est un petit peu la difficulté de ce parcours. Et puis c'est vrai que souvent on aime bien des parties ombragées, des parties urbaines bien sûr, et puis des parties ombragées qui permettent un petit peu, je dirais, d'avoir de la fraîcheur d'une part, de changer l'environnement, la monotonie d'autre part, même si pour tous ces athlètes c'est 5000, vous pourriez le faire n'importe où, ça serait, je dirais pareil, l'objectif, le cerveau est focalisé sur autre chose, sur des temps de passage et sur bien sûr la réussite. On a dit 80% de l'énergie produite par la filière énergétique lors de la contraction musculaire est à évacuer en chaleur, 20% vont dans le rendement musculaire pur. Vous voyez à quelle vitesse Paul peut faire la comparaison avec ce monsieur qui est sur son vélo. Voilà. Vous voyez les écarts qui sont considérables maintenant entre le groupe de tête et puis le reste du peloton, enfin en tout cas ce qui reste des concurrents. Pour le reste, vous le voyez, rien encore est fait. Une quinzaine de garçons, voire un peu plus, peuvent espérer encore monter sur le podium. Bon, j'ai un petit message à faire passer de la part de Muriel Urtis, à qui je peux quand même difficilement refuser quoi que ce soit. Donc Muriel qui me demande de parler de la course qu'elle organise le 22 septembre dans le bois de Boulogne, sur 5 et sur 10 km. Et cette course a comme but de faire connaître la psychomotricité. Muriel se destine à ce métier après sa retraite athlétique, et d'aider l'association Un maillot pour la vie. Certains athlètes de l'équipe de France, dit-elle, seront présents en tant que parrains. Donc si vous voulez faire une bonne action, et si vous voulez en plus côtoyer Muriel, qui est vraiment quelqu'un d'absolument charmant, le 22 septembre, donc 5 et 10 km dans le bois de Boulogne. Et pour s'inscrire, c'est sur le site lesportif.com. Voilà, et Un maillot pour la vie, c'est une superbe association qui sollicite beaucoup de sportifs et en fait qui essaye de mettre en place des animations dans les hôpitaux de France pour les enfants qui sont hospitalisés et leur rendre les séjours plus agréables. Ouais, et ça c'est super. On parlait pieds nus, il y avait une question sur cela. L'an passé au marathon de New York, il y a eu des Maasai qui sont allés courir pieds nus le marathon de Londres, en tenue d'ailleurs, je dirais, traditionnelle, pour récolter des dons et de l'eau pour faire des puits dans leur village. Et ce n'étaient pas des champions, c'était des villageois. Mais je veux dire qu'eux sont habitués à courir pieds nus. Pour nous, ça serait un petit peu plus difficile, même si on prend conscience que ce trop de confort sur le pied, qui nous permet d'amortir les chocs et de ne pas se blesser, nous fait perdre d'adaptation. On ne peut pas, c'est un compromis, on ne peut pas additionner les qualités de la chaussure et du pied. Quand on prend de l'un côté, on perd de l'autre. Et donc maintenant, il y a des chaussures minimalistes où on est un petit peu moins haut au niveau du tendon d'Achille, et où Stéphane nous expliquait aussi qu'on est un petit peu plus large sur l'avant-pied pour avoir plus de liberté, qui permettent effectivement de retrouver, je dirais, un mode de déplacement un peu plus naturel, mais il faut s'y habituer progressivement. Petit détour par l'esplanade Henri de France, et on se retrouve bien sûr dans les rues bouillantes tout de suite. Salut, c'est Stéphane Diagana. Après un entraînement intensif ou une compétition, tout ce que vous allez ingurgiter aura un effet capital sur votre récupération et vous évitera courbatures et coups de moins bien. Dès l'effort terminé, buvez abondamment pour compenser vos pertes en eau, surtout s'il a fait chaud. Au-delà de l'eau plate et de l'eau gazeuse, vous pouvez opter pour une boisson énergétique qui vous apportera en plus sucre, vitamines et sels minéraux. Immédiatement après l'effort, vous pouvez aussi prendre une banane, une pomme ou des fruits secs. Pour le repas qui suit, buvez de l'eau, mais modérément pour ne pas contrarier la digestion. En plus des traditionnels féculents, n'oubliez pas de consommer de la viande blanche, du poisson, des lentilles ou des haricots rouges, car les protéines sont importantes pour la récupération. Il vaut mieux en revanche limiter la consommation de viande rouge, de graisse et bien sûr d'alcool. Vous l'avez compris, une belle séance d'entraînement ou une belle performance en compétition s'arrose avant tout à l'eau. RMC Running.
évidemment Stéphane Diagana, ambassadeur d'RMC Running. Toutes les infos sur rmcsport.fr. Conseil d'entraînement, conseil de préparation, conseil de matériel également de RMC Running, comme ce matin, parce que la grande question, Stéphane, quand on démarre la course et même quand on pratique depuis de nombreuses années, c'est les pompes, les chaussures. Quelles chaussures choisir, comment, pourquoi celle-ci plutôt que celle-là, quel budget mettre, enfin c'est un sujet qui j'allais dire tracasse, pas forcément, mais enfin qui questionne tous les runners. Et pour en parler, on a un spécialiste du pied, messieurs, dames, Grégory Larquet, podologue, qui est avec nous. Bonjour Grégory. Bonjour Gilbert. Bonjour Stéphane. Salut Grégory. Bonjour. Alors, je suis ravi d'avoir Grégory, parce que je parle de mon expérience là personnelle. Non, mais il faut être transparent. Souvent, quand on a des soucis divers et variés, aller consulter un podologue peut résoudre les problèmes tendineux, musculaires et autres. Alors, avant de donner la parole à Grégory, Stéphane, quel conseil basique tu donnerais toi dans le choix des chaussures de running? En fait, c'est une question, c'est très très complexe, parce que déjà la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que l'on veut faire avec ces chaussures? Est-ce que l'on veut courir pour aller promener son chien, ou est-ce que l'on veut faire un marathon? Ce qui va déjà orienter le choix de la chaussure, l'exigence qu'on va avoir sur le type de chaussure. Après, bien sûr, il y a d'autres paramètres qui interviennent, le poids de la personne, ce qui était un facteur aussi important, sa façon de courir, et puis sa façon en statique de poser ses appuis. Tout ça va permettre de répondre à cette question. Et si on a déjà sur le plan personnel en statique et en dynamique des façons de toucher le sol un peu particulières, ça peut nécessiter, en plus du choix de la chaussure, une intervention effectivement chez un podologue. Donc ton premier conseil, c'est déjà quand vous achetez vos chaussures, poser des questions aux vendeurs, aux spécialistes pour dire ce que vous voulez faire, voilà, et lui donner le maximum d'informations pour qu'ils comprennent votre projet. Alors écoute, moi je dirais dans un premier temps, le tout premier conseil, c'est déjà de prendre une paire de chaussures dans lesquelles on se sent bien, parce que finalement on n'est pas si con que ça. C'est vrai qu'on nous abreuve de conseils, et c'est très bien de faire appel à des professionnels, que ce soit en magasin ou que ce soit évidemment le podologue, qui à mon avis est un élément très important si on se destine en tout cas à une pratique intensive ou même régulière. Mais déjà je trouve qu'on a nos propres sensations. Moi je sais que pendant des années on m'a fait des chaussures par rapport justement au fait que j'avais les pieds qui avaient tendance à aller plutôt sur l'extérieur par rapport au poids, ceci, cela. Je me suis jamais senti bien, et c'est maintenant où en fait je choisis d'abord au feeling, tout en posant des questions quand même aux vendeurs. Tu choisis quoi, les couleurs aussi. Non mais tu sais c'est important. Ah non mais c'est pas stupide ce qu'il dit. Pourquoi misogynie? Il y a des hommes aussi qui choisissent la couleur de leur pompe. Personne ne des pompes moches. Voilà, tant qu'à faire. Mais non, c'est d'abord se sentir bien, parce que c'est vrai que je me forçais à prendre des chaussures qui normalement tout le monde me disait que ça correspondait à mon physique, ma morphologie, ce que je faisais, etc. Et j'étais super mal dedans, et j'avais tout le temps mal aux pieds, et j'avais l'impression de porter. De pompe qui correspondait à ta fille. Toi je te vois venir. À l'époque, Méfiance, Marie. À l'époque, c'était je devais avoir, parce que moi j'avais un podologue, j'avais des semelles intérieures, j'avais des chaussures assez épaisses et qui me remettaient les pieds sur l'extérieur. Le podologue nous dira les termes plus précis tout à l'heure, parce que c'est son boulot et pas le mien. Oui, parce que j'avais les pieds qui rentraient à l'intérieur. Parce que tu étais pronatrice. Voilà, mais je disais pas le mot parce que pronatrice, tu veux, pour certains auditeurs, donc j'explique les pieds à l'intérieur. Et puis après, il fallait que je préserve mon tendon d'Achille, etc. Et par rapport au poids. Et moi, je trouvais ces godasses horriblement lourdes et pas du tout à mon aise. Et ben non, je cours avec des trucs, tu sais, presque plats, et ça me va très bien. J'ai plus mal nulle part. Alors, Grégory, quels sont les conseils du podologue aux coureurs, aux runners dans le choix de ses chaussures? Premier conseil. Écoute, il y en a, premier conseil, il y en a plusieurs. Le premier, effectivement, Stéphane l'a dit, en fonction du poids, c'est très important, parce que les chaussures ont un grammage différent. Elles vont de la plus légère, qui sera pour des courses type semi ou marathon, qui vont faire que démarrer à 250 grammes, pour aller jusqu'à des chaussures de trail un peu plus costauds qui font 400 grammes. Donc ça, en fonction du poids, c'est très important. La fréquence d'utilisation. Quelqu'un qui va courir une fois par mois ou 4 ou 5 fois par semaine devra se munir de chaussures différentes. Le terrain, qui soit du bitume, qui soit un terrain accidenté, qui soit un chemin. Voilà, tout ça, déjà, ça permet d'éliminer un panel de chaussures. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'acheter 5 ou 6 paires différentes. Il est possible de trouver... Non, absolument pas. Voilà. Non, les chaussures. Alors après, le plus important dans tout ça, Maryse en a parlé un petit peu avec la pronation
de ses pieds, c'est effectivement choisir le type de chaussure en fonction de sa foulée. Surtout si on va avoir une utilisation régulière. En fait, il y a 3 grands types. On va faire simple, parce que sinon on va rentrer dans des débats interminables. Il y a 3 grands types de foulées. Il y a la foulée pronateur, c'est-à-dire le pied qui bascule à l'intérieur. Ça représente environ 45% des coureurs. Ça, c'est Maryse. Il y a la foulée, ça c'est Maryse. Il y a la foulée universelle, où le pied reste à peu près dans l'axe lors du déroulé du pas. Ça, c'est aussi 45% des coureurs. Et seulement 8 à 10% des coureurs sont à l'inverse supinateurs, c'est-à-dire qu'ils ont le pied qui se déséquilibre vers l'extérieur. C'est souvent les pieds qui sont très cambrés, très creux. Voilà. Et tout ça va induire sur ce sport qu'est le running, qui est très très répétitif, c'est toujours exactement le même mouvement, va avoir des effets au niveau articulaire, abarticulaire, cheville, tendon, genou, hanche, etc. Voilà. Et alors, tiens, Serge a développé il y a quelques semaines dans RMC Running, nous a interpellé sur une pratique qui se fait de plus en plus, c'est les gens qui vont courir pieds nus. Oui. Alors, est-ce que c'est une énorme connerie? Profitons de la présence d'un podologue, Serge, parce que est-ce que c'est une énorme connerie ou est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui peut faire du bien au corps, quoi, retrouver une sensation différente? Qu'est-ce que... Serge, qui est médecin, sait très bien ce que deviennent les vieux sportifs, je suis bien placé pour le savoir aussi, qui subissent des ondes de choc répétées. Et aujourd'hui, alors la chaussure minimaliste, oui, mais ça va convenir qu'à des coureurs qui sont relativement légers, qui vont pas forcément courir sur du macadam. Idéalement, quand on court avec des chaussures de type minimaliste, il vaut mieux avoir une foulée où l'avant-pied atterrit en premier et permet de restituer l'énergie, parce que si on court avec ce type de chaussures avec une attaque très taligrade, c'est-à-dire vraiment très fort avec le talon, quand on sait que la course à pied, ça imprime sur le pied 3 à 5 fois le poids du corps en moyenne, sur un coureur lourd qui attaque avec le talon avec ce type de chaussures, je donne pas cher de ces articulations futures. Serge, supinateur, universel ou pronateur? Je supine très bien. Donc tu fais partie des 8%. Je suis plutôt taligrade. Plutôt taligrade, donc pas de chaussures minimalistes. Plutôt un bon amorti et surtout une bonne stabilité. Moi, je reste quand même dans cette idée qu'il faut aussi s'écouter un peu. Et moi, j'avoue que je suis avec des chaussures maintenant minimalistes et pourtant, pas dire que je sois poids-plume. J'ai quand même une certaine densité, on va dire, mais c'est ce qui correspond. Alors peut-être parce que mes pieds sont encore assez musclés, j'en sais rien, mais j'aime bien la sensation d'être presque en pointe de pied, quoi. Voilà. Ouais, ce qu'il y a aussi. Mais alors dans les chaussures minimalistes aussi, Maryse, il existe différents modèles. Il y a le vrai minimaliste où vraiment il y a absolument rien. Oui, non, c'est pas ça quand même. Ce sont pas comme les chaussures sur léger caoutchouc. Non, là il y a tout petit talon. Le concept j'avais ça à l'esprit. Hein. D'accord. Oui, le concept de minimaliste, c'est plusieurs choses. C'est en général des épaisseurs de semelle assez faibles. C'est ce qu'on appelle un drop très très faible, 4 mm maximum entre la hauteur de talon derrière et la hauteur de semelle devant. Ah oui, d'accord. C'est le two cap qui vient à l'avant du pied en fait, two box en fait, là où on a les orteils, qui est assez large pour laisser les orteils jouer leur rôle d'amortisseur aussi et s'expandre un peu, je dirais, sur le côté à l'impact. Donc ça, le concept minimaliste, c'est plus que l'épaisseur de la semelle. On est méga pointu ce matin. On est méga pointu. Ouais, et justement, dans les conseils... Tony me posait une question. Ce qui donne le vertige aussi quand on rentre dans un magasin pour acheter des running, c'est le large choix. Et ça fait peur. Est-ce qu'il y a un conseil assez basique, un budget à partir duquel on sait qu'on tombe quand même dans des chaussures correctes oui, c'est important parce que on essaye de nous vendre évidemment la dernière chaussure à la mode à 130 €. Une fois de plus, tout dépend de l'usage. Tout dépend de l'usage. Ouais, budget pas forcément. Je vous donnerai une petite anecdote ensuite, mais la première chose à faire, si on a d'anciennes chaussures de sport, c'est déjà les observer, voir l'usure, voir comment elle s'est déformée. Oui, sur la semelle notamment. Sur la semelle notamment. Hein. S'il y a une usure complètement à l'extérieur, ça voudrait dire qu'on est supinateur. Si elle est à l'intérieur, on est pronateur.
si elle est à la fois un petit peu externe au talon et interne devant, c'est qu'on est plutôt universel. Idéalement, maintenant, il y a beaucoup de bons magasins de running qui sont développés. On ne va pas donner de nom, mais il y en a beaucoup sur Paris notamment. Et en province, dans la grande ville de province, où ils vont avoir une analyse sur tapis de la course. Ils vont même faire monter les coureurs sur des podoscopes. Pour voir, podoscope, c'est une plaque de verre allumée dessous sur laquelle on voit les pressions. Et ils vont vous donner très rapidement le type de foulée. Alors, ce que je conseille aux gens qui vont comme ça dans un magasin s'acheter une nouvelle paire de running, si on leur fait une analyse sur tapis, il est quand même préférable qu'ils aient, juste avant d'aller choisir la chaussure, courir un petit peu, parce qu'ils n'auront pas la même foulée si ils sont en pleine forme et qu'ils démarrent leur course que s'ils ont couru une demi-heure avant, où on va avoir déjà un petit affaissement au niveau de la foulée et du pied. Merci Grégory. Merci, on n'a pas le temps d'aller plus loin, le temps passe vite. Et puis si vous avez des problèmes aussi tendineux et tout, allez consulter un podologue qui peut aussi vous faire des semelles spécifiques. Oui. Je l'ai fait depuis, je suis ravi. Merci Grégory, à très bientôt. Un truc à rajouter là? Moi j'ai un truc tout con, tout simple. Le jour où j'ai changé de chaussettes pour courir, je me suis rendu compte que ça avait aussi un impact. C'est-à-dire que d'utiliser des chaussettes en coton par exemple et de passer sur des chaussettes en synthétique, on se rend compte qu'on transpire moins, donc du coup on a moins de problèmes d'ampoule et de surchauffe du pied. Donc tu transpires moins dans du synthétique que dans du coton? Mais ils sont fait comment tes pieds, toi? Non mais tu sais, maintenant il y a des chaussettes spéciales et franchement c'est aussi, je pense, très important. Stéphane, merci beaucoup. Merci.
Allez, dans quelques instants, on va pouvoir accueillir le vainqueur du 10 km. Voilà, on termine ces 10 km de Vignoble, le dossard 493, avec l'arrivée de Patrick Grosjean du département du Draguignan Union Club Athlé Respire. 33 minutes et 44 secondes pour Patrick qui remporte cette victoire aisément, puisque derrière lui, on voit le vide sur la ligne droite. Bravo Patrick. Tu avais déjà fait ce parcours? Non, c'est la première fois. Alors que ça ne soit pas la dernière. Hein. On te revoit l'an prochain, peut-être même sur le semi. Patrick Grosjean, vainqueur de ce premier 10 km de Vignoble. Allez, le deuxième dans quelques instants. Avec le dossard 473. C'est Christian Périve en 34-30. C'est le coureur Allez les gars, c'est l'arrivée. Allez, tu l'as là. Ah, come on.
Elle a remporté la balade maximinoise en fait son retour aujourd'hui après une longue blessure. Lisanne Lénine en 39,57. Voilà un parcours bien chaud aujourd'hui. 39,57 pour Liselle qui effectue son retour.